Merci de nous suivre depuis chez vous. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue aux informations sur Neta TV. Les titres. Le chef du gouvernement de la transition, Dr Kokala Maïga, a inauguré ce matin le viaduc de Yirimadio. Depuis l'annonce du président français Emmanuel Macron de la fin de l'opération Barkhane au Sahel, les troupes se sont déjà retirées de Kidal. Au Soudan, les fossés se creusent un peu plus entre les civils et les militaires. Bienvenue à tous. Le chef du gouvernement de la transition, Dr Chokela Kokala Maïga, a inauguré ce matin le viaduc de Yirimadio en présence de plusieurs membres du gouvernement. Ce viaduc va permettre de faciliter la mobilité urbaine dans les districts de Bamako et réduire les cas d'accident sur le RN6 qui était confronté à d'énormes difficultés. La population s'est réjouie de l'ouverture de cet échangeur qui leur permettra de rouler sans difficulté et gagner du temps. Reportage Abdou Ouattara, Laye Traoré. Le viaduc que le gouvernement a mis à la disposition des usagers de la route a été construit pour faciliter la mobilité urbaine et améliorer la sécurité routière. Cet ouvrage s'inscrit dans le cadre du projet d'aménagement en 2x2 voies, de raccordement entre le 3e pont et la RN6, la route de Ségou, et ainsi que l'aménagement du tronçon en 2x2 voies, Tour d'Afrique jusqu'à Yirimadio, et le raccordement et la RN6. L'ouvrage se situe à ce niveau-là. Donc c'est un viaduc c'est comme un échangeur avec plusieurs possibilités de sens de circulation. Voilà, donc il s'agit pour les gens qui viennent de la Tour d'Afrique et qui vont vers Niamana, Ségou, Bagneda, en tout cas tous les quartiers périphériques qui sont vers la sortie et ils passent en haut directement. Donc c'est 2x2 voies. Donc dans le sens aller, la même façon dans le sens retour, sans Ségou, Niamana, Bagneda vers Tour d'Afrique, il y a deux voies aussi. Donc ça c'est ceux qui vont tout droit, ils passent en haut. Maintenant, ceux qui quittent la Tour d'Afrique, ils veulent aller vers le 3e pont et ils passent en dessous. Maintenant, ceux qui quittent Ségou, Niamana, tous les quartiers périphériques, ils veulent aller vers le 3e pont, ils passent en bas, ils virent à droite. Et ceux qui quittent le 3e pont, ils veulent aller vers Tour d'Afrique et ils passent aussi en bas, mais à droite. Et ceux qui quittent toujours le 3e pont vers Niamana, Baguineda, sans Ségou, et ils passent en bas vers côté gauche. Donc c'est pour fluidifier vraiment la circulation, pour éviter les accidents au niveau des croisements, et pour vraiment soulager disons, la population pour qu'ils puissent vaquer à ses occupations. Le directeur national des routes a invité les usagers de la route à la prudence et au respect des codes de la route afin d'éviter les accidents de la circulation. L'ouvrage est long de 200 mètres et la largeur c'est 15 mètres de large. Voilà. Donc nous appelons vraiment la population à la prudence. Vous voyez, juste après l'ouverture, comment les gens sont en train de circuler, vraiment c'est ce dont nous avions peur. Sous l'euphorie, sous la joie, il ne faut pas que ceci aboutisse à des accidents. Voilà. Le but de l'ouvrage, ce n'est pas ça. C'est vraiment pour soulager les populations, pour que les gens vaquent à leurs occupations tranquillement et rentrent chez eux vraiment sains et saufs. Selon l'entreprise Razel qui a construit cet échangeur, la solidité et l'efficacité des travaux réalisés permettront à ces viaducs de tenir sans faille pendant plusieurs années. C'est un ouvrage comme tous les autres, seulement en ville, ça nous a causé énormément de problèmes avec les concessionnaires, Sotelma, Malitel, tout les déplacements des réseaux. Donc forcément, la population a senti un retard qui n'est pas forcément dû aux travaux, mais à tous les déplacements qui sont liés. Un ouvrage, on a des trucs techniques, les normes et tout, et on a fait des essais de charge, et les résultats sont impeccables. Les premiers usagers qui ont eu la chance de passer sur ces viaducs ont remercié le gouvernement et ont appelé à la population de rouler avec prudence pour prévenir les risques d'accident et protéger l'intégrité de l'ouvrage. Le ministre des Transports a invité les usagers au respect des règles du code de la route.
10 novembre 2020, 10 novembre 2021, cela fait un an que le président Amadou Toumani Touré n'est plus. À l'occasion du premier anniversaire de cette disparition, la direction de la Fondation pour l'enfance a initié une série d'activités. Celles-ci ont été démarrées par l'inauguration d'une bibliothèque portant le nom de l'illustre disparu, logé à la Fondation pour l'enfance. Au nombre de ces activités figure une exposition photo avec le concours du ministère de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme à la pyramide du souvenir. La cérémonie d'ouverture de ce vernissage, qui sera visible jusqu'à la fin de ce mois de novembre, était présidée par le secrétaire général du département. Plus de détails avec Ali Koulibaly. 10 novembre 2020, 10 novembre 2021, cela fait un an que le président Amadou Toumani Touré n'est plus. Cette disparition brutale de celui qu'on appelait le soldat de la démocratie malienne, ce grand patriote qui a tout donné à son pays, a laissé toute la nation inconsolable. À l'occasion du premier anniversaire de cette disparition, la direction de la Fondation pour l'enfance a initié une série d'activités. Celles-ci ont été démarrées par l'inauguration d'une bibliothèque portant le nom de l'illustre disparu, logé à la Fondation pour l'enfance. C'était le week-end dernier. Celle-ci renferme en partie les objets de l'homme. Au nombre de ces activités figure une exposition photo avec le concours du ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme à la pyramide du souvenir. La cérémonie d'ouverture de ce vernissage qui sera visible jusqu'à la fin de ce mois de novembre était présidée par le secrétaire général du dit département. Après les mots introductifs de la directrice générale de la pyramide des souvenirs, le représentant de la Fondation pour l'enfance, l'ancien ministre Dr Makalou, a brossé le parcours de l'homme sans être exhaustif, c'est-à-dire de son parcours scolaire en tant qu'élève militaire jusqu'à sa vie soldat à la défense de la nation. Son parcours d'homme d'État a aussi été rappelé par l'orateur Makalou. À la suite du représentant de la Fondation pour l'enfance, le secrétaire général du ministère, dans ses éloges sur l'illustre disparu, n'a pas manqué de qualificatifs à l'endroit. Le président Amadou Toumani Touré, grand homme d'État, a été le fit certainement. L'homme du 26 mars 1991 où les soldats de la démocratie lui ont servi de tremplin. L'homme de la paix, messager et envoyé de paix en Afrique centrale notamment, le président Amadou Toumani Touré fut acclamé comme tel, ajoutant qu'Atété fut l'homme de la lutte victorieuse contre le ver de Guinée. De même qu'un bâtisseur, en effet, Atété a été l'homme des grands chantiers de construction d'infrastructures nationales, routes, ponts, grands édifices nationaux, etc. Atété fut aussi l'homme de l'humanitaire, remarquable par sa quête de proximité constante, jamais dissimulée avec les populations, surtout les plus défavorisés. Ainsi fut connu et reconnu en lui le père de l'assurance aux maladies obligatoires, dont lui-même disait dans une de ses dernières adresses au public, peu avant sa mort, qu'elle est, je cite, la plus grande réussite et la plus grande fierté de sa vie, a révélé Dr Makalou. Du 16 au 18 novembre prochain se tiendra au Centre international de conférences de Bamako CICB les activités de la 9e édition des journées minières et pétrolières du Mali, JPM, avec pour thème développement du contenu local, enjeux, perspectives et rôle de l'État. L'événement est organisé par le ministère des Mines, de l'Énergie et de l'Eau en collaboration avec la société AM et Trade Mali. Plus de détails avec Toumani Keita. Du 16 au 18 novembre prochain se tiendront au Centre international de conférences de Bamako, CICB, les activités de la 9e édition des journées minières et pétrolières du Mali, JMP, avec pour thème développement du contenu local, enjeux, perspectives et rôle de l'État. L'événement est organisé par le ministère des Mines, de l'Énergie et de l'Eau, en collaboration avec la société AME Trade Mali. En prélude à ce grand rendez-vous, la commission d'organisation sur la houlette de Mme Diarra Binta Traoré a animé le jeudi 11 novembre dernier dans la salle de conférence du département un point de presse pour non seulement informer les journalistes sur l'état préparatif, mais aussi de leur expliquer l'importance de cette 9e édition des journées minières et pétrolières qui a pour but de booster l'insertion des entreprises nationales dans toute la chaîne de développement du secteur minier.
Elle était entourée par la représentante de la société AM Trad Mali, co-organisatrice de l'événement, Madame Binta Sako, ainsi que plusieurs membres de la commission d'organisation. Le Mali est un grand pays minier avec 14 mines industrielles d'or et plusieurs sites d'orpaillage. En outre, le sous-sol malien renferme d'énormes ressources minérales telles que le lithium, le fer, le manganèse, le phosphate, la bauxite, l'uranium, le diamant, le calcaire, le sel-gemme. Les retombées sont telles que l'or est devenu le premier produit d'exportation du Mali. L'apport des sociétés minières au budget de l'État est estimé à plus de 403 milliards de francs CFA en 2019, soit 10% du PIB. Ces retombées économiques font du secteur minier un secteur déterminant au Mali. Sur le plan régional, le Mali, avec l'exploitation de 14 grandes mines et de plusieurs petites mines, est classé 3e producteur d'or africain avec une production industrielle moyenne de 60 tonnes d'or, a fait savoir Mme Diarra Binta Traoré lors de son exposé. Malgré toutes ces potentialités, selon la conférencière, l'impact de la production industrielle qui date de 1984 est timidement visible sur les secteurs économiques comme les infrastructures ou d'autres industries. Et très peu d'entreprises nationales participent à la chaîne de valeur de l'industrie minière. C'est pour cette raison, dira-t-elle, que le ministère des Mines, de l'Énergie et de l'Eau entend organiser cette 9e édition des Journées minières et pétrolières du Mali. Organisée depuis 2005, l'objectif principal de ces journées minières et pétrolières, selon Mme Diarra, est de promouvoir les secteurs miniers et pétroliers afin de l'intégrer pleinement à l'économie nationale. Les journées minières et pétrolières 2021 se dérouleront sur 4 activités principales qui sont les conférences, débats, la foire exposition, le salon de partenariat, la visite des sites. Il est prévu la présentation des différents projets et des rencontres B2B. La visite des sites se fera à Bouraké-Bougou, le site d'hydrogène naturel, comme pour joindre l'utile à l'agréable. Au total, environ 80 stands seront installés, plus de 400 délégués attendus avec présence des pays invités, notamment le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, entre autres. L'innovation de cette 9e édition des JMP est l'organisation d'un match de gala qui opposera les cadres du ministère des Mines aux magistrats. Cette activité mettra fin à l'événement. Depuis l'annonce du président français Emmanuel Macron de la fin de l'opération Barkhane et d'une transformation profonde de la présence militaire française au Sahel, les troupes se sont déjà retirées de Kidal. Le retrait de Tessalit est en cours et celui de Tombouctou est prévu avant la fin de l'année. Mais c'est le camp de Gao qui est au cœur de cette réorganisation. Les détails avec Toumani Keita. Sur la base de Gao, le colonel Marc, patron du groupement tactique désert logistique GTD Log, est en train de galvaniser ses hommes avant les premières lueurs du jour. Un point important à mes yeux, conserver à l'esprit que nous agissons au cœur d'un pays qui ne veut que la paix. Un détachement de son groupement doit acheminer du matériel sur Menaka. Le capitaine Flavian est le chef du convoi. La mission est simple, c'est d'escorter de la marchandise qui a vocation à alimenter la Task Force Takuba, située à Menaka. Puisque je transporte de la marchandise tchèque, de la marchandise danoise, de la marchandise italienne et bien évidemment la marchandise française. Depuis l'annonce du changement du dispositif militaire français, l'organisation logistique est un véritable parcours du combattant. La base de Gao est le centre névralgique des opérations et c'est par cette base que transite beaucoup de matériel. Mon travail est de réceptionner tous les frais qui arrivent des différents sites, donc Kidal, Tessalit, Tombouctou, les trier et puis les réexpédier soit au niveau de la zone ici, soit à retour en France. Il y a plein de conteneurs. Ces conteneurs sont rangés d'une certaine manière, explique la major Christelle. La réorganisation du dispositif Barkhane au Sahel doit être achevée pour la fin 2021. À présent, suivons l'actualité internationale. Le fils de l'ancien dictateur libyen Muammar Kadhafi a officiellement déposé sa candidature ce dimanche 14 novembre pour l'élection présidentielle libyenne prévue le 24 décembre prochain. Cette candidature du deuxième fils de Muammar Kadhafi n'est pas une surprise tant
Saïf al-Islam, avait déjà fait part de ses intentions. Le nom glaive de l'islam, c'est ce que signifie son prénom, est officiellement de retour sur la scène politique libyenne. Après la chute de son père en 2011, Saïf al-Islam tente de fuir le pays, mais il est arrêté par une brigade révolutionnaire qui le retiendra prisonnier jusqu'en 2017, tout en le protégeant puisque ses ravisseurs refusent de le livrer à la justice libyenne qui l'a condamné à mort en 2015, tout comme à la Cour pénale internationale qui souhaite le juger pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Une condamnation et un mandat d'arrêt qui n'ont apparemment pas empêché la haute commission électorale libyenne de valider sa candidature. Libéré en 2017, Saïf al-Islam se faisait discret depuis pour mieux préparer son retour avec le soutien de la Russie dont il est réputé proche et aux grandes dames du maréchal Haftar dont il risque de fissurer le réseau d'alliance. Au Burkina Faso, 20 personnes tuées, dont 19 gendarmes et un civil. C'est le bilan encore provisoire d'une attaque dans la province de Soum, dans le nord du pays, dimanche 14 novembre. Des hommes armés ont pris d'assaut tôt le matin le détachement de la gendarmerie. Il s'agit de l'une des attaques les plus meurtrières subies par les forces de défense et de sécurité depuis le début des attaques dans le pays. L'armée de l'air a été mise à contribution dans la requête du site attaqué. Une source sécuritaire fait savoir que les hommes qui ont mené l'attaque étaient sur place dès 3 heures et ils sont restés jusqu'à 6 heures. Des recherches sont en cours afin de retrouver d'éventuels survivants car plusieurs gendarmes manquent à l'appel. La zone où s'est déroulée l'attaque est assez vaste selon les autorités. Depuis que nous sommes dans cette guerre, nous continuons à subir des attaques injustes qui nous font perdre des hommes, s'est indigné le porte-parole du gouvernement. Vendredi 12 novembre, 7 policiers avaient perdu la vie lors d'une attaque dans la même région. Les vaccins anti-Covid-19 sont désormais disponibles en quantité conséquente en Afrique. Pourtant, seulement 5,7% de la population a accompli un schéma vaccinal complet, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Au Bénin ou au Sénégal, par exemple, la population est réticente à se faire vacciner. Il y a près d'un mois, le Conseil des ministres du Bénin décidait de maintenir les mesures de restriction liées au Covid-19, tant que le taux de vaccination nationale ne se serait pas amélioré. Selon les chiffres officiels, le pays a enregistré un peu moins de 25 000 cas de contamination au coronavirus confirmés au total, dont 161 décès. En début de semaine dernière, le taux de vaccination n'atteignait pas les 4%. Après la manifestation du samedi 13 novembre, réprimée dans le sang, le fossé se creuse entre civils et militaires au Soudan. De quoi compliquer encore davantage les médiations engagées pour tenter de remettre le pays sur les rails d'une transition démocratique. La répression sanglante de samedi est bien la preuve que le général Burhan n'est pas décidé à chercher une issue à la crise, estimait samedi après-midi un jeune Soudanais actif dans le réseau des comités de résistance. Le front anti-push attend donc maintenir la pression et appelle d'or est déjà à une nouvelle mobilisation le mercredi 17 novembre. Du côté de l'armée, et pendant que la Russie soudanaise comptait ses morts, hier le général Burhan a présidé la première réunion du nouveau conseil de souveraineté. Faut-il avoir un symbole? La notion de ce nouveau conseil a été qualifiée par l'ONU d'unilatéral et a été perçue par beaucoup comme manière pour le chef de l'armée d'entériner son push. Parallèlement, les arrestations se poursuivent, tout comme les purges dans les institutions publiques où des opposants au coup d'État sont discrètement remplacés par des cadres de l'ancien régime. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur Niata TV, la télévision pour le progrès de l'humanité.